Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bien le bonsoir, bonsoir à tous. Psychanalyse pour tous, notre espace du mardi à 21 h. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Isabelle, Marie-Laure, bonsoir. Bon, donc je vous laisse arriver. Et Sonia, bonsoir. Ça va bien, merci. Et vous? On va mettre peut-être un petit peu plus de lumière pour voir. Emmanuel, bonsoir. Pilar, bonsoir. Théophile, Martini, bonsoir. Asana, bonsoir. Et Philippe, bonsoir. Donc, et nous sommes dans un espace de psychanalyse pour tous, c'est-à-dire un espace de diffusion de des... Sylvie, bonsoir. Sonia, bonsoir. Ça va sous cette chaleur? Oui, ça va, Sylvie. Et donc nous sommes dans un espace de psychanalyse, de diffusion de la psychanalyse, et principalement Sandra, Célia, Valérie, bonsoir, et principalement de Freud. Pélès, bonsoir. Omaima, bonsoir. Carlos, bonsoir. Claudette, bonsoir. Charbel, bonsoir. Beau sujet, on va voir. Sarah, bonsoir. Omaima, Nina, bonsoir. Donc, nous allons voir que nous sommes tous très intéressés par ce sujet. Parce que même si nous ne sommes pas des alcoolos, comme disent les Français, des alcoolos, c'est l'addiction en général, c'est quelque chose qui nous touche tous. Nathalie, André, Marga, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Non, nous allons voir que, oui, que Sophie, nous sommes à l'écoute. Très bien. Pélès, très bien. Katia, bonsoir. Je suis alcoolique abstinent depuis 22 ans. Félicitations. Luciole, bonsoir. Gabriella, bonsoir. Camille, bonsoir. Sylvie, Céline, Katia. Donc c'est notre espace du mardi à 21 h. Bienvenue, nous sommes déjà 90, Paola, Gabriella, Samy. Donc nous sommes déjà pratiquement une centaine, c'est-à-dire que le sujet Stéphane, Amy, Lila, c'est un sujet qui nous intéresse. Donc c'est exactement comme dit Sonia, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas directement touchés, nous connaissons des gens qui, d'une certaine façon, on va dire, vont souffrir, puisqu'on va souffrir de cette dépendance. René, bonsoir. Mais bonsoir. Philippe, merci pour une double. Peggy, bonsoir. Soumeya, bonsoir. Nadia. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, donc, pour ceux qui ne... Marie-Thérèse, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo. André, Iris, Lune. Et donc, j'imagine que nous touchons, à partir d'ici, nous touchons Marie, bonsoir, Jasmina, nous touchons tout le monde de la francophonie, non? Et même au-delà, parce que j'imagine qu'il y a des francophones, un peu partout. Bon, et donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment la psychanalyse pense ce phénomène de l'alcoolisme. Donc, comme on voyait que c'est un phénomène qui nous touche tous, et d'une certaine façon aussi, donc, le phénomène de l'addiction. L'addiction, qui est un phénomène très important dans nos sociétés, étant donné que l'alcool est légal et qu'il y en a partout. Donc, on va commencer par Fabienne, bonsoir. Slaidine, bonsoir. Michael, bonsoir. Hakim, Laura. Donc, quand on parle d'alcoolisme, on va faire des petites informations sociales et historiques. Aurélie,
Hakim, c'est un cercle vicieux, c'est tellement difficile d'en sortir. Alors la psychanalyse, comme on sait, Aurélie, c'est un instrument que l'on peut utiliser pour dériver, on va dire, dériver cette tendance, non, cette tendance à la consommation d'alcool. Donc, on va voir que tout au long de l'histoire, les boissons alcooliques en général, ont été l'objet de glorification et en même temps d'abomination. C'est-à-dire qu'ils vont avoir ces deux choses donc complètement contradictoires, Nathalie, bonsoir, complètement contradictoires, et que on va voir de façon simultanée, ça va être donc un objet de glorification et d'abomination. Donc, une chose qui va être importante, c'est que l'alcool existe bien évidemment depuis pratiquement l'homme primitif, quand il a commencé à voir que certaines substances en fermentant, non, pouvaient produire des effets particuliers, on va dire Saïda, Assia, Sonia. Donc, mais que avec Galien, avec le médecin, avec Galien, en fait, l'usage des vins aromatiques avait été utilisé comme médicament. Tala, bonsoir. Icarus, bonsoir. Comme médicament. Et en fait, donc, il a été utilisé pendant pas mal de temps, mais en sortir peut-être long par la psychanalyse, car l'alcoolisme, c'est quelque chose de... Je ne comprends pas. Et donc je disais qu'au départ, l'alcool a été utilisé, enfin au départ, ou en tout cas pendant pas mal de temps, ça a été utilisé comme un médicament. Brigitte, j'ai une addiction à l'alcool. Donc, et que l'alcoolisme a fait des ravages, a commencé à faire des ravages à partir du XVe siècle. Quant à la suite des pestes et de ces épidémies, Michel, je suis à la terrasse d'un café, d'accord, très bien, avec un whisky. Donc, que l'alcool, en fait, elle est sortie, non, de son rôle de médicament et elle a abandonné son rôle de médicament, elle est devenue une boisson qui a pu constituer donc un autre type de divertissement, on va dire, non, comme une boisson pour s'amuser. Donc, j'ai récupéré quelques données de la situation des pourcentages en France comme première information, où j'ai vu que, ou en tout cas dans une page, j'ai lu qu'en France, on estime qu'environ 1,5 million de personnes sont ce qu'on appelle aussi alcoolodépendantes. Et qu'il y a 2,5 millions de personnes en France qui ont une consommation à risque. Consommation à risque. Mais ça veut dire consommation à risque, c'est-à-dire qu'ils parviennent encore à contrôler leur addiction. Donc parce que l'addiction, il y a différents stades de l'addiction. Il y a l'addiction, je ne peux pas m'en passer, c'est obligatoire, et il y a l'addiction où si je fais un effort, je peux m'en passer. Non, ce sont différents stades d'addiction. Une chose aussi qui est importante, donc on peut voir, bon après ça c'est une façon de lire, où on voit que l'addiction à l'alcool est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. On peut aussi faire la lecture comme quoi les femmes en général le cachent beaucoup plus que les hommes. Et au niveau mondial, on estime que près de 40% de la population, c'est-à-dire près de 2600 millions de personnes consomment de l'alcool, de façon occasionnelle ou addictive. Et c'est-à-dire que, et ça c'est une donnée très importante, c'est-à-dire que quelqu'un faisait référence à cette drogue légalisée, c'est-à-dire que ce chiffre est 15 fois supérieur à la consommation de toutes les substances illégales réunies. D'accord ? 40%, c'est énorme. Exactement. Donc, imaginez-vous, non, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Beaucoup d'argent en jeu. Donc, l'Organisation mondiale de la santé considère l'alcoolisme comme une maladie qui se définit comme la perte de liberté de l'individu face à l'alcool, et d'un autre côté, donc, la destruction des relations personnelles et la vulnérabilité circonstancielle face à des situations de danger. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire face
à la réalité. Ivre, on a des difficultés à faire face à ce que la réalité nous présente. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'occuper vraiment de ce produit, de l'alcool, sinon qu'on va s'occuper, comme toujours, puisque c'est ce que fait la psychanalyse, s'occuper du sujet donc, qui a tendance à tomber. On va voir comment Freud, dès ses premiers écrits, c'est-à-dire qu'il y a un texte déjà de 1898, c'est-à-dire avant l'interprétation des rêves, où il va faire référence à la sexualité dans l'étiologie des névroses, où il va déjà commencer à faire référence aux stupéfiants, à l'addiction pour certains stupéfiants. Donc, parce que, en fait, une chose c'est l'alcool, une chose c'est le tabac, une chose c'est les drogues, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous alcooliques. Non, tout le monde, pratiquement tout le monde, on va dire qu'il y a un grand pourcentage de personnes qui qui prennent un verre de vin, un verre d'alcool, etc. Et avez-vous remarqué pendant le confinement comment les supermarchés ont poussé les consommateurs à boire? Et il y avait des rayons d'alcool au milieu pour ça, ça se voit bien, et des promos incroyables, non? Donc très certainement, oui, très certainement qu'il y a eu une consommation qui a augmenté. Mais ça ne veut pas dire que le nombre d'alcooliques est augmenté. Non, ce sont deux choses différentes. Donc, mais ce que je veux dire, souligner comme quoi, parce qu'on va dire oui, mais l'alcool c'est une substance addictive, etc. Mais il y a beaucoup plus de gens qui boivent de l'alcool que d'alcooliques. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la substance qui produit l'alcoolique, sinon qu'il y a déjà quelque chose chez le sujet qui va utiliser l'alcool pour satisfaire pour satisfaire sa position, pour obtenir une satisfaction. Donc Freud, dès 1898, il va faire la référence à l'addiction à l'alcool dans différents textes, et aussi pour expliquer différentes causes. Parce que dans tous les cas, on ne va jamais pouvoir, en tout cas pas ici, parler de chaque alcoolique. Quand il va parler de sa situation, même s'il y a beaucoup de points qui se ressemblent, c'est quelque chose de tout à fait particulier, comme toujours. C'est-à-dire que personne n'est en relation avec l'alcool de la même façon que son voisin. Chacun, nous avons une relation différente avec notre addiction, on va dire, avec notre addiction. Et donc, le premier antécédent que présente Freud, donc, c'est comme je disais sur ce texte de 1898, où il fait, dans le texte de la sexualité dans l'étiologie des névroses, où il va mettre en relation directement la nécessité sexuelle, non, qui se devait à l'action de substances chimiques. Et il va le mettre en relation directement avec les stupéfiants. C'est-à-dire qu'il va faire un parallélisme, c'est-à-dire le besoin de relations sexuelles comme une sorte de besoin, quel pourrait être le plaisir de souffrir seul. Bah oui, mais vous voyez bien, l'être humain a toute cette complexité-là, René. Et donc, je ne sais pas si c'est exactement un plaisir. Non, c'est pas exactement un plaisir, mais disons qu'il y a, oui, effectivement, une satisfaction. Parce que l'être humain, il arrive toujours, d'une manière ou d'une autre, à satisfaire, on va dire, à se satisfaire, qu'il y ait une satisfaction dans l'appareil psychique. Rappelons que nous vivons dans une double réalité. Nous avons d'un côté la réalité psychique et de l'autre côté la réalité matérielle, qu'on appelle matérielle, et celle où on peut toucher. Et cette autre réalité qui domine, hein, qui surdétermine notre réalité matérielle, et c'est celle-là, en fait, où il y a satisfaction. C'est pour ça que quand il y a satisfaction dans l'appareil psychique, quelles que soient les conséquences dans la conscience, s'il y a satisfaction dans l'appareil psychique, bah, c'est très difficile de mobiliser. Hein. Donc, Marie, bonsoir. Donc, cette vidéo reste sur la page, vous pourrez y revenir pour écouter le début si vous êtes arrivé en retard. Donc, je disais, donc il va, dès le départ, il va mettre en relation avec la sexualité. Ensuite, il va écrire une lettre à son ami Fliss,
où il va mettre en parallèle la masturbation. Et il va dire que la masturbation, c'est la première addiction de l'être humain. La première addiction, et que les autres, donc celles qui vont suivre, l'alcool, le tabac et toutes les autres substituts qu'on peut trouver, vont être en fait des substituts de cette masturbation. C'est cette masturbation qui était notre première addiction à tous. Donc, ensuite, il va continuer à traiter le sujet. En 1905, Freud découvre presque la dopamine. La cocaïne, non, il va découvrir les effets, enfin, il ne va pas découvrir la cocaïne, sinon qu'il va découvrir, avec un autre médecin, les effets anesthésiques de la cocaïne. Donc, dans 3 essais pour une théorie sexuelle, en 1905, il établit que l'addiction fait référence à l'étape orale. Donc, d'une façon générale, être addict à quelque chose, ça fait référence à l'étape orale, c'est-à-dire à ce développement de la libido. Parce que la libido donc, va se développer sur différentes étapes, l'étape orale, l'étape anale, l'étape phallique, et pour arriver ensuite à la génitalité, et pouvoir réunir ensuite ces différentes pulsions pour qu'elles puissent toutes travailler le stade oral, donc qu'elles puissent toutes travailler pour la reproduction. Mais comme nous avons ce développement qui va se faire donc par étapes, il y a des apprentissages sur chaque étape qui vont nous laisser, on va dire, une marque, qui vont lui laisser une marque. Et ce qu'on avait vu, c'est que première addiction, c'est pas le sein. Donc lui, il dit que c'est la première addiction. La première addiction. Non, le sein, c'est pas la première addiction. L'addiction, c'est la masturbation. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le sein, c'est aussi l'alimentation, Jamal. D'accord? Donc comme il y a l'alimentation, c'est quelque chose de différent. Ce qu'on va voir quand Freud fait référence à la masturbation, il fait référence à la masturbation donc infantile du bébé. La masturbation du bébé, par exemple, quand il va sucer son pouce. C'est-à-dire que là, il y a une satisfaction sans alimentation. C'est simplement, c'est ce qu'on va appeler la jouissance de la bouche, le plaisir de sucer, qui va nous accompagner ensuite tout le reste pendant toute notre vie. Donc, il va faire, donc, dans le texte des 3 essais pour une théorie sexuelle, il va faire un parallélisme donc avec l'addiction, et donc cette masturbation infantile du stade oral. Donc, et donc il va montrer qu'après, il va simplement y avoir une sorte de déplacement, et que on va passer d'une certaine façon à sucer son pouce, à avoir recours à la bouteille ou au verre, c'est-à-dire avoir une satisfaction et au liquide aussi, c'est-à-dire quelque chose qui va être en relation avec cette étape infantile. Et donc, la masturbation est la première satisfaction sexuelle. Donc, la première addiction est la première satisfaction sexuelle. Alors là, je reviens sur Jamal, parce qu'effectivement, la première satisfaction sexuelle, tout seul, on va dire, parce qu'effectivement, prendre le sein, c'était aussi une satisfaction sexuelle, individuelle. On va dire que la masturbation, c'est une satisfaction dans le sens, où c'est pas associé à... c'est pas associé, non, parce que Freud, quand il dit que la satisfaction avec le pouce, avec le doigt, avec un élément du propre corps, où le bébé va utiliser un élément de son propre corps, c'est-à-dire qu'il va devenir indépendant. Il ne va plus dépendre du sein de la maman, sinon qu'il va devenir indépendant et qu'il va pouvoir se satisfaire sans avoir besoin d'un élément extérieur. Ensuite, il va continuer. Il va continuer dans un autre texte qui est de la même époque, de 1905, qui s'appelle Le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient. Il va nous dire que l'alcool a, comme vous le savez, un effet qui va désinhiber le sujet. Et il va là le mettre en relation avec cette attitude, encore une fois, infantile, où les enfants, quand ils commencent à apprendre à parler, parce qu'ils adorent, c'est pouvoir dire n'importe quoi, utiliser les mots, ils apprennent le langage,
et donc ils apprennent à parler, et ce qu'ils adorent, c'est pouvoir dire n'importe quoi, n'importe quoi. Et donc ils s'amusent comme ça. Et il dit qu'en fait, la personne qui prend de l'alcool et qui se désinhibe avec l'alcool obtient ce même genre de satisfaction. Donc là, on ne parle pas d'addiction, simplement on parle des effets de l'alcool sur le sujet qui va produire en fait cette même possibilité de jouer avec, de jouer avec le langage, de se permettre de dire des choses qu'on ne dirait pas sans avoir ingurgité une certaine dose d'alcool. Ensuite, donc, on continue, on va dire qu'il va continuer à nous parler parce qu'on voit que pour chaque sujet, cette relation avec l'alcool, cette relation avec l'addiction va être, je le répète, particulière. Non? Et bonjour Tahiti, Maëva. Donc, il va nous parler aussi de cette relation de l'alcool quand il va sur un autre texte où il va un autre texte qui s'appelle sur la dégradation de la vie érotique. Il y a aussi l'hérédité. Non, Sonia, pas spécialement. On va dire que l'hérédité, en fait, elle peut exister sur n'importe quoi, dans le sens où, d'une certaine façon, nous sommes influencés par les gens qui nous ont entourés pendant notre développement. Et qu'il y a des identifications qui ont été faites, mais qu'il n'y a pas directement d'hérédité, ni l'hérédité va pouvoir expliquer ça. Ah, merci. Bonjour Pierre. Donc, et il va faire donc dans ce texte sur la dégradation de la vie érotique, il va comparer la relation de l'amant avec son objet sexuel à la relation du buveur avec la bouteille. Et il va dire que de la même façon qu'il y a des amants, on va dire, qui ont toujours besoin de changer d'objet sexuel parce que ils pensaient que tel objet allait enfin pouvoir les combler, et puis quand ils voient que ben non, que n'a pas ça, bonjour le Mexique, donc quand ils voient que ça ne marche pas, ben, ils changent d'objet, et ils changent d'objet, et ils changent d'objet, et ils changent d'objet, toujours à la recherche d'une sorte de complétude, on va voir, non, d'une sorte on dit complétude en français? Non, ça fait bizarre, non? De sensation de je suis complète. Je suis complète, il ne me manque rien. Et en fait, donc il y a certains amants qui cherchent dans l'objet sexuel, dans un compagnon, dans une compagne, la possibilité de se sentir complet. Et donc, bonsoir du Périgord. Sonia, une famille d'alcooliques fait des alcooliques. J'ai connu... Non, non, ça c'est une théorie un petit peu complétude, merci. Et non, une famille d'alcooliques ne produit pas d'alcooliques. Non, ça c'est quelque chose, ça peut arriver dans un cas. Bonsoir Clément, je vous regarde beaucoup en replay, c'est bien, complétude, merci Catherine. Donc, plénitude, c'est autre chose, non? Complétude, c'est parce que l'être humain, en fait, il n'est pas complet. L'être humain, il n'est pas complet parce que il n'est pas complet parce qu'il va mourir, simplement pour ça. Donc il y a quelque chose, donc il n'est pas complet parce qu'il va mourir, et il n'est pas complet parce qu'il a besoin des autres. D'accord? Donc c'est quelque chose qui fait partie de la situation, et c'est bien pour ça, complétude, complément, merci Fabienne. Donc c'est bien pour ça qu'on va aller vers les autres, qu'on va aller, mais pas pour chercher la complétude, sinon parce que tout seul on peut pas. Tout seul on peut pas. Donc on a besoin des autres, et on a non seulement besoin des autres, sinon on a besoin de beaucoup de choses, et que ça fait partie de notre vie. Et au plus on a besoin de choses, au plus nous sommes une personne riche. L'amour et les psychotropes animent les mêmes circuits de récompense. Donc, il va ici faire donc un parallélisme entre cet amant qui cherche cette complétude dans l'objet sexuel à l'alcoolique qui va chercher la complétude avec la bouteille. Et il va dire qu'il y a même des alcooliques qui font ça, la référence en parlant que le mariage, où ils vont dire c'est un mariage heureux, leur relation avec la bouteille, en fait c'est un mariage heureux où il règne une parfaite harmonie. Donc évidemment, ça doit être plus facile d'être en relation avec une bouteille, même si c'est de l'alcool, avec une bouteille qu'avec une personne. Non, les personnes, c'est toujours déconcertant.
L'alcoolisme dégrade, oui, l'alcoolisme dégrade. L'alcoolisme dégrade, la consommation d'alcool en général ne fait jamais de bien. C'est-à-dire que c'est la drogue avec le tabac la plus légale et pourtant ce sont deux drogues qui sont drogues dans le sens où il y a des substances un peu addictives qui vont amener le sujet à avoir envie de répéter et qui nous laissent en général dans des états assez déplorables. C'est-à-dire que ce n'est pas... C'est quelque chose qui... non, il y a d'autres substances que l'on peut prendre qui nous font plus de bien. Mon père est alcoolique, mon frère et moi n'aimons pas du tout l'alcool. Ça peut aussi dégoûter, par exemple. Donc, on disait que pour certains, la bouteille d'alcool, c'est leur amour parfait. Ensuite, il va continuer et l'alcoolisme est une maladie mentale. Oui, l'alcoolisme est une maladie mentale. En 1917, dans un autre texte de Freud qui s'appelle les Conférences d'introduction à la psychanalyse, Freud va faire cette fois-ci un parallélisme entre l'abstinence et les intoxications. Et il va faire un parallélisme, écoutez bien, entre l'abstinence et les intoxications qui produisent le même type de symptômes. Le même type de symptômes que les névroses actuelles. C'est-à-dire qu'il va y avoir des répercussions sur le système organique. D'accord? Donc, l'abstinence et l'intoxication, donc par exemple avec l'alcool. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore un autre parallélisme, donc on va voir une autre position du sujet. Encore une fois, est-ce que c'est pareil avec les autres addictions? On cherche l'objet. Il y a des choses qui sont en commun. Oui, Pilar. Oui, il y a des choses qui sont communes à toutes les addictions. Mais on va voir qu'en fait, non, parce que si on pense que la masturbation infantile, celle par laquelle nous sommes tous passés, c'est la première addiction, bah évidemment, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous addictifs. Et qu'il y a différents types d'addictions. C'est ce qu'on va voir un petit peu aussi ce soir. Non, parce que là, on va parler de l'alcoolisme, donc quelque chose qui est néfaste, qui est une maladie, qui est quelque chose de très... on en arrive à la mort. On en arrive à la mort. On va voir on en arrive à la production de cancer. Donc ce n'est pas quelque chose qui... bonsoir Stéphane. Pourquoi dans certaines familles, on trouve une seule personne alcoolique et la famille fait tous ses efforts? Parce que la famille, elle ne peut rien faire pour un alcoolique. Je suis désolée, mais que la famille, même si elle est très gentille, même si elle rapporte beaucoup d'argent, oui, exactement, Sonia. Donc, ce sont ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, on met ne fumez pas, mais on le dit fumez, non? Parce que dans ne fumez pas, c'est fumer. Donc, tous les messages sont assez contradictoires. Donc, c'est-à-dire que toute l'addiction, c'est pour ça qu'on va voir que l'addiction, les addictions en général et l'alcool aussi, c'est en relation avec notre sexualité. Rappelons encore une fois que quand on parle de sexualité, on ne parle pas simplement de la génitalité. Dans le sens où, quand on parle de masturbation, on ne parle pas, il n'y a pas que la masturbation génitale. Quand on peut dire que c'est une addiction. Jamal, quand on ne peut pas s'en passer. Non, quand c'est un recours, c'est-à-dire que, on va voir un petit peu là, on va le voir un petit peu en devant, non? C'est-à-dire que quand c'est un recours, parce que l'addiction, c'est celle qui va venir remplacer quelque chose. C'est quelque chose qui va venir, par exemple, quand on parle de la masturbation, on ne parle pas simplement de la masturbation génitale, sinon qu'il y a aussi, rappelons-le, la masturbation mentale. La masturbation mentale, c'est comment on dit en français, je n'arrête pas de penser, de me faire des films, de fantasmer. Fantasmer, c'est une masturbation mentale. C'est-à-dire que donc c'est pas que tout est expliqué par le sexe. Non, on parle de sexualité, on parle pas de sexe. Non, le sexe, c'est autre chose. Donc on parle de sexualité dans le sens où, pour l'être humain, ruminer, d'accord, Sonia, ruminer. Donc, mais c'est dans le sens de fantasmer, parce que ruminer, c'est un petit peu répéter. Bon, le fantasmer aussi, en général, c'est une répétition. Dans ce que est la pulsion de mort. On va le voir un petit peu, Michael, un peu après. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on parle de sexualité, je le répète, tous les verbes en psychanalyse, d'accord? Nassim, en psychanalyse, quand on parle de sexualité, on fait référence à tous les verbes qui sont possibles de conjuguer pour l'être humain
c'est ce qu'on appelle la sexualité de l'être humain. L'addiction, c'est n'avoir plus qu'un seul plaisir. Mais je ne sais pas si c'est un plaisir. Non, c'est pas obligatoirement un plaisir. Parce que les alcooliques, ils boivent, mais ce n'est pas par plaisir. C'est parce qu'ils ne peuvent pas éviter. On n'est plus dans l'ordre du plaisir. Non, on est rentré mouliné dans la tête. Ah bah ça, c'est bien de Fabienne. Mouliné dans la tête. Paradigme lacanien par rapport à l'addiction. Donc c'est quand on a du mal à considérer du temps et de l'espace libre sans avoir l'impulsion de le remplir. C'est-à-dire tous les verbes. Aimer, manger, courir, travailler, tout ça c'est notre sexualité. Tous les verbes en plus qui vont nous mettre. Alors vous avez des verbes qui vont être en relation avec les autres et des verbes qui vont se faire tout seuls. Comme fantasmer par exemple. Donc on va dire fantasmer, c'est une sexualité, c'est une masturbation mentale. Donc vous voyez que la masturbation, je veux dire que ce n'est pas quelque chose, l'action c'est la sexualité. Bravo Sylvie. Peur de l'alcool comme d'une drogue dure. Ah bah oui, c'est une drogue dure. C'est une drogue dure dans le sens où elle nous laisse dans un mauvais état. Bon. Dans le texte de 1930, Freud, dans le texte de 1930 de le malaise dans la civilisation, Freud va faire référence, donc là il va nous montrer quelles sont les possibilités pour l'être humain d'obtenir le bonheur. Donc là il va déjà dans ce texte nous dire que l'être humain, ce qu'il cherche avant tout, c'est éviter la douleur. C'est-à-dire que quand on dit « Comment allez-vous ?», on va dire « Bien ». Ah oui, c'est-à-dire « Ah bah oui, j'ai mal nulle part, tout va bien autour de moi, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. » Dans ce sens-là. Donc on va dire que là, tout va bien. Et ensuite, il y a un autre type, Christelle, bonjour, un autre type de... comment on va dire, un autre type de recherche de l'être humain. Donc premièrement, c'est éviter la douleur et ensuite, c'est chercher le bonheur. Et dans ces différentes recherches du bonheur, où Freud va faire une petite liste des possibles utilisations, ce que l'homme a trouvé pour obtenir le bonheur, donc il va parler de l'amour, il va parler il dit qu'une des plus grandes satisfactions pour l'être humain, c'est l'investigation. L'investigation, par exemple, étudier, fantasmer, pulsion de mort. Donc, Roland, bonsoir à tous. Donc, et il va éviter la douleur par l'addiction. Donc, éviter la douleur, c'est une chose. Et donc, il va dire qu'une autre chose pour obtenir le bonheur, et donc éviter la douleur, ça va être utiliser des substances. Des substances, donc, de tout type. Là, il ne parle pas spécialement de l'alcool, mais il va faire référence donc à la consommation de substances chimiques. Il dit qu'en fait, c'est la méthode la plus grossière, mais aussi une des plus efficaces, dans le sens où la présence de substances étrangères dans le corps, dans l'organisme, procure des sensations de plaisir et génère les conditions donc, pour éviter la douleur. Donc, elle fait d'une pierre deux coups. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on va utiliser dans ce sens-là. Par exemple, les gens qui utilisent l'alcool de temps en temps, on va dire qu'ils font un certain excès avec l'alcool, par exemple. Après, il y a, Salma, oui, exactement, les anxiolytiques. Après, il y a une autre addiction, l'addiction aux médicaments. Donc c'est pour vous montrer qu'à chaque fois, il y a des positions différentes. C'est-à-dire que le sujet ne va pas, tout le monde, je répète, ne va pas utiliser l'alcool de la même manière. Là, le sujet, dans le travail psychanalytique, on va écouter pour voir comment le sujet parle de son addiction, comment il va faire référence à sa relation avec l'alcool, etc. Alors, d'une certaine façon, nous savons que nous vivons dans cette soi-disant société de confort, ou société du confort, Swanels, bonsoir, Reda, bonsoir, je fume, je bois, je me masturbe, suis-je malade? Roland Garros, mais Denis, j'imagine que vous faites d'autres choses, non? Que ce n'est pas simplement les trois verbes que vous pratiquez, que j'imagine que vous faites d'autres choses. Donc, je veux dire, parce que fumer, boire et se masturber, ça fait partie de la vie, non? Entre amis ou en week-end, par exemple, non? Donc, et vous pensez que l'alcool est le remède? Non, ce n'est pas un remède, non? Il dit que c'est une utilisation, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a certains individus qui vont utiliser des stupéfiants pour avoir accès au bonheur et pour éviter la douleur.
Non, s'il a vu, c'est une constatation, simplement. Non, lui, il fait la liste de les différentes choses que l'être humain utilise pour éviter la douleur et obtenir le bonheur, et donc il a fait la liste. Donc, sans jugement. Et donc, pour revenir à cette situation où quand on parle de la société de confort dans laquelle nous vivons, on pourrait dire que c'est tout à fait légitime d'avoir accès à l'alcool ou d'avoir accès à certains stupéfiants pour justement, puisque nous sommes dans une société consommatrice, ben, nous consommons. Comme la société nous l'indique, nous allons être des consommateurs. Des consommateurs de quoi? Ben, de ce qui est à notre portée, le plus facile. Donc il y en a qui vont trouver, non, selon les personnes, ce qui est rédhibitoire, donc ce qui est le plus facile. Ça va être selon les personnes. Il y en a d'autres qui préfèrent les substances illégales parce que bah, il y a non, une certaine on va sauter non, une illégalité, une loi qui interdit. En plus, on va donc avoir un autre type de satisfaction, c'est-à-dire qu'on ne va pas respecter l'interdit. L'alcool anesthésie le corps, c'est-à-dire le sexuel. Exactement. C'est-à-dire que l'alcool donc désinhibe mais ne permet pas la sublimation. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de sublimer. Donc il n'y a pas la possibilité en général, non les relations sexuelles sont très problématiques quand on est alcoolisé, enfin quand on a avec une certaine dose, bien évidemment. Donc c'est quelque chose en fait qui est vraiment bénéfique. Dès qu'on dépasse certaines doses, c'est pas quelque chose de bénéfique. Bon, donc je disais que dans les sociétés dans lesquelles juste un échappatoire, pas plus. Bonsoir Sylvie, René consommateur de toxicité. Exactement. Donc bon, donc nous sommes dans ces sociétés de confort et qu'on va considérer comme légitime ben, d'avoir recours à ces substances. Mais bien sûr que face à l'utilisation de ces substances, ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine dégradation des échanges avec les autres. Parce que ce qui fait, c'est que on finit par dire des choses qui ne conviennent pas. Non, on va dire, voilà, j'ai bu un petit peu pour lui dire tout ce que je pensais, tout ce que j'avais sur le cœur. Et du coup, mais c'est des choses qui ne conviennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, dire certaines choses à certaines personnes, ben c'est des, non, qu'on va dire que on voit qu'il y a certaines personnes qui dénoncent et qui montrent qu'ils n'ont pas de divan, qu'ils n'ont pas de psychanalyse, et donc qui vont dire n'importe quoi à n'importe qui. Ça, on peut le voir assez rapidement. C'est-à-dire qu'une personne qui est psychanalysée ne parle pas de n'importe quoi à n'importe qui. Donc il y a une dégradation avec les substances, il y a une dégradation des échanges et de la communication en général. Et c'est quelque chose qui est très bien vu pour la société, puisque la société, elle nous pousse à chercher si on peut un bonheur, mais toujours individuel. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et ce qu'il est. Oui, mais il existe des instruments pour modifier. Donc, d'une certaine façon, l'alcool libère quand même la parole, je pense. Oui, oui, bien sûr qu'elle désinhibe. Oui, oui, tout à fait, Denis. Mais disons que quand on profite de l'alcool pour aller dire les quatre vérités à son voisin, c'est pas exactement ce qui correspond. Donc, on disait que dans cette société dans laquelle nous vivons, la société est très intéressée à ce que nous ayons des difficultés de communication avec les uns les autres, parce que si nous avons moins de difficultés, on peut s'unir. Donc, c'est pas ce qui les intéresse. Donc, ce qui va les intéresser, c'est de produire justement un certain individualisme. Et en donnant donc au sujet, à nous tous, certains objets, non, on va dire certains objets qui vont permettre la libération, non, certains objets plutôt qui vont les attacher à certains besoins, c'est-à-dire qu'ils vont finir par dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, non, le besoin, qui vont créer donc chez nous consommateurs des besoins. Ils vont, la société en général, ce sont des besoins qui vont se satisfaire de façon individuelle. Donc Freud il va dire nous sommes tous des consommateurs et des addicts, tous. Mais il y a différents types d'addictions, bien évidemment. Il y a différents types. Donc, c'est-à-dire que les objets de l'addiction, la masturbation, c'est comme l'alcoolisme. Donc, on disait, non, on disait l'inverse, non, que c'est l'alcoolisme qui peut être, selon le sujet, parce que c'est pas toujours la même chose, non, sinon que ce n'est pas son rôle de libérer la parole, non.
Mais c'est vrai que on peut se permettre, je veux dire que passer une soirée entre amis, on boit un petit peu et du coup on se permet de dire des choses que sinon on ne dirait pas. Mais que ça ne, les personnes. Donc, je disais que il y a tout type d'objets que l'on peut utiliser pour notre situation d'addict. Hein, est-ce que nous sommes nés dans une société de consommation? Donc nous allons tomber dans le piège pratiquement inévitablement. Inévitablement. Donc refuser cette société de consommation, ben, il faut travailler pour refuser. Parce que sinon on retrouve et on va être une ermite cachée quelque part. Sinon c'est très difficile. C'est très difficile. Il faut vraiment avoir un autre type, un autre projet de vie pour ne pas tomber dans la consommation telle qu'elle soit. Et donc, s'associe avec ça, je dis, donc l'addiction. Même en famille, l'alcool libère la parole pour la... Bah oui, mais en famille, c'est pas le moment. C'est justement pas la place pour prendre de l'alcool. La recherche d'un objet permanent. Donc, et il y a différents types d'objets pour satisfaire nos addictions. Donc, il y a des plus néfastes aux plus vertueux. Par exemple, donc il y a l'alcool, il y a les médicaments, il y a les drogues hallucinogènes, il y a manger tout type d'aliments, par exemple. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont soi-disant plus vertueux, où on va parler, aujourd'hui c'est très à la mode, c'est l'activité sportive. Il y a des gens qui sont complètement addictifs de l'activité sportive. D'ailleurs, qui vont avoir des lésions, qui vont provoquer des lésions, parce que, comme nous savons, l'excès dans tout, ça nuit. Donc, obligatoirement, nous le savons. Donc, il y a l'addiction à l'activité sportive, il y a l'addiction à l'informatique, l'addiction, on est devant l'écran et on n'arrive pas à partir, et il y en a d'autres qui vont être avec l'addiction à certaines personnes. Nous sommes addicts à certaines personnes de notre entourage. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à nous séparer, que nous avons besoin de ce contact et surtout de ce mode de relation. Nous sommes addicts à un mode de relation, d'addiction au travail. Mais l'addiction au travail, oui, l'addiction au travail. Mais là, pareil, c'est-à-dire que travailler beaucoup, ça ne veut pas dire être addict. D'accord? Ça dépend de ce qu'on va faire. Donc à chaque fois, c'est quelque chose où on va voir de quoi il s'agit. Parce qu'on peut aussi... l'autre jour, j'écoutais quelqu'un qui disait que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie parce que la réalité extérieure au travail, je la comprenais pas. C'était quelque chose où je comprenais pas bien de quoi, comment faire, comment me placer, quoi faire, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Consommer les loisirs que la société nous propose. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la possibilité, c'est d'avoir plusieurs types de travail, plusieurs types d'activités. Parce que ce qui nous intéresse, c'est des activités. Hein? Et donc, Jean-Claude, on y arrive. Jean-Claude, on y arrive. C'est-à-dire que l'addict, en fait, il va... la bigorexie, Marie-Thérèse, je ne savais pas, la bigorexie. Ouh là là, il y a le walkaholisme, addiction au travail. Donc, ça c'est un mot anglais. Mais l'addiction au travail, c'est... Non, c'est pour ça que il y a l'addiction à l'activité, on va dire. L'addiction à l'activité, il y a des gens qui ont toujours besoin d'être en train de faire quelque chose pour... donc, mais à chaque fois, c'est pas... C'est-à-dire que rappelons-nous qu'en psychanalyse, on ne juge pas et on ne fait pas une lecture sur le phénomène. Le phénomène, c'est le phénomène, mais que dans tous les cas, nous allons écouter comment le sujet parle du phénomène. Nous pouvons, parce que sinon, nous ne serions pas psychanalystes, nous serions sociologues. Les sociologues, ce qu'ils font, c'est faire une lecture du phénomène. Ils font une lecture sur la situation, ils disent il y a autant d'alcooliques dans le monde. Mais un alcoolique avec un autre alcoolique, ça n'a rien à voir. Il y en a qui sont collés à leur bouteille comme une masturbation. Il y en a d'autres qui vont utiliser, comme on a vu, l'alcoolisme pour là. Et on va voir justement cet autre point. Donc, l'addict, en fait, la particularité d'un addict, c'est qu'il attend tout de l'objet. C'est qu'il n'attend rien de lui. Il pense que lui, il n'a rien à voir, non? Comme on voit que les alcooliques, ils ont des difficultés à accepter qu'en fait, ils ont besoin de l'alcool, hein, par exemple. Et en fait, c'est la difficulté du sujet à être responsable de sa propre vie. C'est le sujet qui choisit sa drogue. C'est le sujet qui choisit l'objet de son addiction.
non? Donc, je veux dire qu'il y a, on voit qu'il y a une tendance toujours, les êtres humains, ils ont toujours tendance à vouloir se laver les mains de ce qui leur arrive et à dire que c'est la faute à Toto. Donc, ça c'est une désir, plaisir, manque et notre lot à tous depuis notre naissance. Donc, et la jouissance, Olivier, et la jouissance. Donc, parce que c'est pas un lot, sinon qu'il y a des choses qui sont constitutifs. Le manque, c'est quelque chose qui est constitutif. Et en fait, quand on n'accepte pas le manque est constitutif, qui fait partie. Je veux dire que pendant un temps, avec ma mère, on ne formait qu'un et je me croyais qu'une et il a fallu se séparer. Et à partir de là, il y a le manque. Mais le manque, c'est ce qui me permet d'être en relation avec les autres, c'est-à-dire que je vais toujours aller chercher parce qu'il me manque quelque chose, donc je dois faire quelque chose, donc j'ai envie de ceci, donc j'ai envie de cela. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a un manque et qui va rester, quoi qu'il arrive, même si je suis addict à quelle que soit la substance, le manque va toujours être là, mais c'est constitutif. Et quand je n'accepte pas cette constitution qui me forme, ben, je souffre et je mets le manque ailleurs. Donc il me manque une personne dans ma vie, il me manque de l'argent, il me manque un travail, il me manque, et donc je mets, non, la jouissance est dans le plaisir. Non, ce sont deux choses différentes, Olivier. Le plaisir, c'est quelque chose, c'est la société dans laquelle nous vivons, c'est une société du plaisir. C'est-à-dire l'option qu'elle nous donne, c'est le plaisir, alors que la jouissance est un autre stade. Dans l'alcoolique refuse le manque. Non, Elisabeth, pareil, on ne peut pas généraliser complètement. D'accord? L'alcoolique, il faut l'écouter. Donc il y a certains alcooliques qui vont refuser, refusent d'accepter ce manque qui est constitutif, mais c'est pas quelque chose qu'ils décident de façon consciente. Attention, ça c'est une lecture de la psychanalyse qui en est arrivée à penser que, non, qui est avec les études, bon, sur Clémence, donc de se rendre compte qu'il y a des éléments qui font partie de notre vie, qui sont des piliers. J'ai besoin des autres, qui sont des piliers, c'est-à-dire que quand si je ne peux pas me penser seul, si je me pense seul, je délire directement. C'est quelqu'un qui délire. On ne peut pas se penser seul. On est toujours d'ailleurs dans la société dans laquelle nous vivons. C'est impossible d'être seul. C'est impossible. Nous dépendons toujours de plein de gens. Donc, pour continuer un petit peu sur cette addiction, donc on va voir qu'il y a certains auteurs qui ont parlé, il y a certains auteurs, bonsoir Nassima, donc il y a certains auteurs qui ont fait référence à que dans l'alcoolique, chez l'alcoolique, donc l'alcoolique, c'est pour ça que si nous sommes tous addicts, nous allons chacun choisir notre objet. Non? Donc ça c'est en relation, vous voyez que le sujet, ça va dépendre du sujet. Et ce que certains auteurs vont faire référence, que l'alcoolique, en fait, l'alcoolique, on va pouvoir faire une lecture après coup, en voyant que l'alcoolique ou l'addict qui choisit l'alcool, il a une base mélancolique. Il a une base mélancolique d'un côté et une prépondérance à l'oralité. C'est-à-dire qu'il y a une équivalence, on va dire Jamal, comme le disait Jamal, une équivalence donc entre la boisson et le sein maternel, non, comme quelque chose d'inconditionnel, comme le sein maternel, qui était donc à une époque de notre vie qui était considéré comme inconditionnel et idéal. Et donc il y avait cette idée de complétude. Et donc après, quand il y a eu, donc après à l'âge adulte, il y a des situations, parce que c'est toujours l'adulte face à la situation de sa réalité, c'est-à-dire que le névrosé, il a des difficultés avec sa relation avec le monde extérieur. Et donc, comme il a des difficultés, qu'est-ce qu'il fait? Non, il revient à des époques du passé pour se satisfaire. D'accord? Donc, ce n'est pas, il revient à des époques du passé, à des positions psychiques, parce qu'il ne peut pas revenir au passé. Le passé, c'est fini. Épanoui dans la vie, je ne peux m'empêcher de boire tous les soirs. Dois-je consulter un médecin? Denis, vous voulez me provoquer? Donc, on va dire, on prend l'addict qui va choisir l'alcool, bon, a une base mélancolique, on va dire. Et ce qu'il va donc chercher, c'est chercher la cessation de l'angoisse.
hein, et essayer donc d'obtenir l'illusion de la complétude, parce que quand il est bien bourré, bien beurré, ben, il a la sensation que là, il n'a plus rien besoin. Non, il a Mathilde. Bonsoir, possible de mettre en replay ce live, s'il vous plaît. Il reste sur la page, Mathilde. Donc, et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'associations entre le cancer et l'alcoolisme. Alors, ce n'est pas l'alcoolisme qui produit le cancer, sinon que celui qui va choisir l'alcool comme objet pour son addiction, pour satisfaire son addiction, a déjà une position mélancolique. Et on avait vu dans d'autres vidéos que la position du mélancolique est capable de produire un cancer. Donc, il est capable de produire un cancer, c'est-à-dire que tous les cancéreux, à la base, sont mélancoliques. Que la dépression, c'est celle qui peut fabriquer un cancer. Qui peut. Alors, ça ne va pas dans les deux sens. C'est-à-dire que quand il y a un cancer, on sait qu'il y a eu dépression. Dans l'autre sens, la dépression peut produire d'autres choses. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre le cancer et l'alcoolisme. D'accord? Donc, c'est quelque chose. Et que cette compulsion, donc, à boire, c'est une tentative pour essayer de remplir un vide. Remplir ce manque qui est constitutif. Le malade boit pour oublier qu'il boit. Donc, et d'essayer de remplir un vide. Non? Donc, et l'urgence pour lui d'absorber, on va dire l'urgence pour lui d'absorber de grandes quantités de liquide. Je n'arrive pas à me connecter. Mais si Jean-Claude, ça y est, vous êtes connecté. Et d'un autre côté, il y a, je crois, je ne sais plus qui faisait référence à la douleur psychique. C'est-à-dire qu'il y a une douleur psychique qui est intolérable et que les sujets vont chercher un objet qui va, d'une façon ou d'une autre, essayer d'annuler cette douleur psychique. La dépression baisse le système immunitaire. Exactement. L'alcool est antidépresseur à court terme et dépressogène à long terme. Mais ce n'est pas l'alcool, c'est le sujet, Lila. Nous n'avons pas à donner, non? On va voir pourquoi le sujet il a choisi l'alcool, c'est parce qu'il avait déjà une position mélancolique. D'accord? Tout part du sujet. Parce que quand on dit oui, c'est à cause de l'alcool, oui, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, c'est à cause du cancer, non, c'est je me lave les mains. Alors qu'en psychanalyse, on dit nous allons regarder ce qui arrive au sujet. C'est le sujet qui est impliqué dans tout ce qui lui arrive autour de lui. Vous parlez de tous les cancers ou seulement ceux liés à l'alcool par la dépression? Non, tous les cancers sont liés à la dépression, Florence. Tous les cancers. D'accord? C'est-à-dire que le cancer est en relation avec la dépression du système immunitaire. Le buveur cherche à remplir un vide ou bien vider sa tête. Donc, souvent pour l'alcoolique, la cause, c'est sa femme, Paola. Mais non. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, sa femme, sa maman? Parce que qui est-ce qui lui appartient? Vous dites sa femme. Alors déjà là, pensez qu'il y a quelqu'un qui appartient à quelqu'un. Vous voyez, déjà ça, c'est l'erreur. Donc peut-être qu'il boit parce qu'en fait, il s'est trompé. Non? Donc Félix Larouche, moi je ne suis pas violent, pourtant je bois tous les soirs. Donc il y a boire et boire. Donc il y a l'utilisation, je veux dire que chacun va... merci beaucoup, effectivement, j'ai eu un cancer de l'utérus après une dépression. Donc c'est pas après. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que le dépressif va produire un cancer, et c'est vrai qu'une fois qu'il a le cancer, la dépression apparemment est terminée. Et il y a d'autres persos où on ne voit strictement rien, et que c'est que quand il a le cancer où on va voir, on va dire « Ah bah oui, mais c'est normal, il est déprimé parce qu'il a un cancer. » Non, il était déjà déprimé auparavant. D'accord? Donc, je répète, une chose qui est très importante, un alcoolique devient forcément violent s'il continue. Non, Élodie. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord? C'est-à-dire qu'il va utiliser l'alcool pour se permettre d'être violent, sinon il ne se le permettrait pas. Sa conscience ou sa morale ne lui permettrait pas, tandis que là, il boit un petit peu pour justement se permettre de se désinhiber et en fait se laisser faire ce qu'il a envie de faire sans alcool. Non, ce n'est pas. Donc, je rappelle, l'alcool, ce n'est pas c'est pas l'alcool qui produit des choses. C'est le sujet addictif.
Donc on voit que c'est très difficile dans la société dans laquelle nous vivons, alors le cancer satisfait son manque. Non, mais là, Jamal, non, 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 le cancer ne satisfait pas un manque. Le cancer, non, exprime une position mélancolique du sujet, donc une relation avec lui-même et avec les autres. Donc, c'est un autre sujet. Alors, c'est vrai que le manque qui est constitutif du sujet est toujours là, non? J'ai essayé l'hypnose, la guérison de rien à faire. Bah, et voilà, Carole, la psychanalyse. La mélancolie, quel est le rapport entre le stress et la dépression et l'addiction? Ben c'est le stress et la dépression sont très similaires, non? Parce qu'en fait, exprime sa dépression. Donc, si, il peut devenir très addictif. Donc voilà pour psychanalyse pour tous pour ce soir. D'accord? Donc on a vu l'addiction de façon générale et plus particulièrement donc l'alcool. Donc on voit, et je répète, ce qui est le plus important, c'est qu'on ne peut pas se fier au phénomène que nous avons devant nous. D'accord? Le phénomène, c'est un phénomène. Ce sont les sociologues. Non, c'est un symptôme, le cancer. Oui, exactement, Bilal. D'accord? C'est la conséquence. Non, c'est la conséquence d'une autre chose. Donc, on ne peut pas se fier aux phénomènes. Les phénomènes, c'est une description. De la même façon qu'il y en a qui vont penser qu'il fait froid, qu'il fait chaud, c'est comme une sensation. En plus, chacun va lire le phénomène d'une façon différente. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut baser une étude scientifique. L'étude va se faire, le cas clinique va se faire quand on va écouter le patient et dans un cadre bien particulier. D'accord? On ne peut pas faire ça, on ne peut pas interpréter les gens n'importe comment. Donc, la psychanalyse, quand on dit que la psychanalyse c'est une science, la psychanalyse c'est une science parce qu'elle a un cadre bien déterminé, elle a des limites. Hein, que la psychanalyse, c'est pas quand on sort du champ, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la psychiatrie, ce n'est pas la médecine. La psychanalyse, peut-on être addict à Clémence Lenis? Bon, bah alors je vais essayer d'être là mardi prochain, Connie, je vais essayer d'être là mardi prochain. D'accord? Mais bien sûr qu'on peut être addict, je ne sais pas s'il y a Clémence Lenis, mais disons qu'à une relation qu'il y a là. Non? Parce que c'est pas exactement avec moi, c'est cette relation qu'il peut y avoir. Non? Bien sûr, comme je disais, il y a des gens qui sont addicts à leur type de relation qu'ils ont avec les autres. Où ils ont besoin de, je ne sais pas, ils sont addicts parce qu'ils ont besoin de soumettre quelqu'un ou d'être soumis à quelqu'un. Donc, ils ont besoin de ça. Donc, l'être humain, il est addict et qu'il doit essayer que cette addiction ne soit pas trop nocif pour sa vie. Donc, merci Martine, Connie, excellent, merci effectivement, Sonia. Donc, bonne continuation, on continue mardi, donc mardi prochain à la même heure. René, merci à vous. Merci à vous. Donc, très contente encore une fois de pouvoir participer. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Nous sommes 161, donc le sujet de l'alcoolisme aujourd'hui a été très intéressant. Donc, on devient addict. On devient addict, qu'est-ce qu'elle disait? On devient addict. Oh, j'ai perdu. On devient addict quand on perd la liberté d'arrêter. Si la liberté d'arrêter, qu'est-ce que ça veut dire? Non? Je veux dire, parce qu'en plus, on peut être addict une semaine et ne plus l'être juste après. Et je veux dire que tout est... Non, il faut toujours écouter le patient. Parce que le patient, il peut venir et on peut interpréter en disant ça, c'est une addiction. Mais ça ne veut pas dire que ça couvre toute sa vie. Ça couvre le moment où on lui dit. Bon, bonne semaine à tous, effectivement, Florence. Donc, à mardi prochain avec un nouveau sujet. Donc, partagez, aimez la page et que toutes ces informations puissent bénéficier à Soyons généreux, que cette page, ces informations puissent bénéficier à d'autres personnes. Au revoir Claudette, Néléa, Nadine, Camille. Donc, bonne continuation et à la semaine prochaine. Au revoir.